El-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, monsieur l'ambassadeur, bien sûr, ces visites perpétrées par monsieur le président au cours des dernières 48 heures, dans un contexte en fait très critique et en dépit de toutes les tensions, envoie un message clair de soutien et de solidarité avec les pays du Golfe, certainement avec les déclarations également de monsieur le président qui condamne toute attaque contre les territoires des pays du Golfe et également la pleine solidarité, le plein soutien de l'Égypte avec ces pays dans ce contexte difficile. Comment vous voyez les messages envoyés par ces visites perpétrées au cours des dernières 48 heures? Alors, comme vous venez de le préciser, cette visite n'est pas un simple geste protocolaire, mais plutôt c'est un mouvement stratégique dans un timing qui est extrêmement précis. Le but principal, c'est de montrer, comme vous venez précisément de le dire, deux points. Le premier point, c'est que l'Égypte est toujours sérieuse quand il s'agit de la sécurité de la région du Golfe. Ça, c'est en première instance. En deuxième instance, c'est de commencer à monter son initiative qu'on parlait depuis plusieurs jours en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut apaiser les effets de cette guerre et l'impact de cette guerre sur pas seulement, je trouve, sur la région du Golfe, mais c'est plutôt sur l'économie mondiale et la sécurité mondiale en sa totalité. Et d'ici vient l'importance du geste du président Abdel Fattah el-Sisi en ce qui concerne le timing de cette visite à ce moment qu'on juge qui est très délicat et très sensible vis-à-vis, si j'ose dire, la folie stratégique iranienne. Parce que ce que l'Iran est en train de faire, certainement on a un but qui devient trop clair, c'est comment est-ce qu'ils sont en train de faire une extension du champ de bataille. Comment est-ce qu'ils sont en train de cibler des infrastructures économiques et civiles. Et je pense que le but principal de ces attaques iraniennes, c'est cible la distribution du coût du conflit à toute la région. Alors, l'Égypte incarne l'exact opposé, si je peux dire. Alors, il y a une gestion qui est responsable de cette crise et comment éviter un embrassement généralisé dans toute la région, sans oublier certainement que la stratégie égyptienne est fondée sur l'équilibre et la stabilité. Ouais. Alors, tout en disant ça trop vite, alors on a deux doctrines qui sont en train de s'opposer. La première est la doctrine de chaos et d'expansion, celle de l'Iran, qui fait face à la doctrine d'État, fondée sur la responsabilité et la compréhension exactement des enjeux d'expandre la guerre dans toute la région. Alors justement, vous venez de mentionner un point très important, c'est cette visite également reflète, comme vous venez de dire, une compréhension stratégique des défis qu'affronte la région et l'importance de trouver rapidement des solutions diplomatiques à cette crise. Effectivement, alors l'Égypte cherche à trouver une solution pour apaiser la situation parce que l'Égypte connaît mieux que tous les autres comment est-ce que cela peut impacter, peut changer, peut transformer la sécurité dont on a vécu dans la région du Golfe et l'Égypte, comment cela peut être perturbé à cause des actes irresponsables de la partie de l'Iran. Comme on le sait tous, que l'Égypte, depuis le premier moment, avait condamné les actes d'agression contre les pays arabes, contre les pays du Golfe, notamment qu'ils avaient précisé, même avant la guerre, qu'ils n'auront pas à faire avec sa guerre et qu'ils ne vont pas accepter que les États-Unis utilisent les bases américaines dans la région pour mener des attaques contre l'Iran. Cela dit, l'Iran, parce qu'elle a l'intention de faire sentir à tout le monde la douleur de la guerre et le mépris de tout ce qui s'est passé, alors elle essaye quand même d'impliquer les pays du Golfe et c'est une raison pour laquelle elle veut faire ça. Heureusement que les pays du Golfe sont aussi conscients du but iranien. C'est pour ça que malgré les agressions et la provocation iranienne, n'ont pas pris le challenge de
participer dans la guerre d'une manière positive. Oui. Alors, avec tous les contacts que l'Égypte effectue récemment, pas seulement avec les pays du Golfe, mais avec les pays du monde entier, ça montre comment l'Égypte est vraiment une force de stabilisation importante régionale et également une force de médiation aussi importante pour toutes les crises de la région. Effectivement, alors l'Égypte, avec ses actes responsables, sages, qui est menée par la politique extérieure du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, moi, je ne trouve pas de surprise dans cette politique. C'est une politique que le président Abdel Fattah el-Sisi avait adoptée depuis son premier règne au pouvoir. Alors, l'Égypte donne des messages clairs. Premièrement, l'Égypte, elle dirige, elle ne suit pas. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'Égypte dans un contexte de confusion régionale. Le Caire s'impose comme un centre de coordination arabe. Alors là, c'est le premier point très important et très clair pour tous les observateurs. Deuxième point, je trouve que l'Égypte est en train de mettre sur le point un point très important, que la sécurité du Golfe est une ligne rouge égyptienne. Oui. Alors, la stabilité du Golfe fait une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne et dépasse largement le cadre de la solidarité politique, tout simplement. Donc, il y a des actes et on travaille là-dessus. On avait vu juste avant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi un tour de son Excellence Dr Badr Abdelghati, le ministre des Affaires étrangères, pour montrer aussi la solidarité et comment est-ce qu'on peut nous aider à apaiser la crise. N'oubliez pas que l'Égypte ne fait pas une partie du conflit, et ça c'est très important pour pouvoir mener des négociations avec tous les acteurs dans la région. On peut vraiment influencer les équilibres. Alors, pourquoi cela? Parce qu'on est le seul pays qui a des relations assez fortes et assez influenceurs que ce soit avec les pays du Golfe d'un côté, que ce soit avec l'Iran d'autre côté, et certainement les relations avec les États-Unis et Israël qui peuvent aussi aider à mener une négociation. C'est pour ça que l'Égypte est le seul pays au monde qui est adapté à pouvoir jouer un rôle si important dans cette crise qui risque d'être une crise pas seulement régionale, mais même mondiale, avec tous les déséquilibres et avec tout le bloc du flux de commerce et du pétrole dans le monde. Oui. Alors, exactement comme vous venez de dire, Monsieur le Président a précisé ou a répété à plusieurs reprises que la sécurité nationale des pays du Golfe fait partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Et tous ces messages vraiment montrent la solidité des relations entre l'Égypte et les pays du Golfe et également l'étroite coopération et coordination entre l'Égypte et ces pays pour pouvoir trouver une solution à cette crise et pour pouvoir apaiser les tensions au Moyen-Orient. Effectivement, alors l'Égypte, comme je viens de le préciser, est le seul pays qui est adapté, qui est prêt et peut vraiment jouer un rôle assez important pour calmer cette crise. Mais n'oublions pas aussi, c'est un point très important, qu'on doit trouver chez tous les acteurs, et ici je parle notamment de l'Iran d'un côté et Israël et les États-Unis de l'autre côté, il doit y avoir une volonté politique, une volonté militaire d'arrêter tous les actes d'agression pour qu'on puisse commencer des négociations entre les deux parties afin d'arrêter cette guerre. Je pense que l'Iran a montré aussi de son côté que ce n'est pas un pays faible et qui est tombé directement juste après l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei. Mais elle est toujours un pays assez solide et qui prend des décisions, certainement que moi je qualifie de folie, mais quand même il y a une certaine réglementation dans le conflit de la part de l'Iran. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une gestion politique et militaire de la guerre. Et cela aide à pouvoir prendre des décisions pour arrêter cela une fois qu'on est prêt à s'asseoir pour discuter
et de trouver une solution à tout ce qui s'est passé. N'oublions pas que ce qui s'est passé a affecté l'Iran. On parle de plus de 2000 personnes tuées dans les agressions américaines et israéliennes. On voit aussi sur les médias qu'il y a des dégâts assez forts aussi en Israël. Et j'espère que les deux parties, parce que cette guerre est menée par Israël. Israël n'est pas simplement un dégât collatéral, mais plutôt elle est l'acteur principal. On doit toujours on doit toujours se souvenir de 2 points très importants. Le premier point, c'est que l'Iran, malgré tout, est un pays signataire du traité de non-prolifération, tandis qu'Israël n'est pas un pays signataire malgré son arsenal nucléaire qu'elle dispose. Deuxièmement, que cette guerre a été commencée et provoquée par Israël, selon son Premier ministre, qui rêve de faire cette guerre contre l'Iran de plus de 40 ans au pouvoir. Alors, c'est une guerre qui a commencé par Israël, c'est un point qu'on doit préciser malgré tout, parce que cette guerre qu'il a appelée de préventive, il n'y a rien de préventif dans cette guerre, c'est une guerre d'agression contre un pays indépendant, un pays qui est membre des Nations Unies et qui doit être respecté, sa souveraineté respectée, mais cela dit n'a pas été respecté. Et ici vient maintenant le rôle de l'Égypte pour pouvoir contrôler cela, pas seulement pour les pays du Golfe, malgré que c'est la première importance pour nous, selon toutes les déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi, même avant le déclenchement de cette guerre, mais plutôt aussi parce que son impact sur l'économie régionale et même mondiale est très fort et que l'Égypte ne peut pas rester muette devant tout ce qui se passe devant elle. Oui. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur, le fait que cette guerre a un impact, des répercussions néfastes vraiment sur l'économie mondiale, pas seulement l'économie régionale, est-ce que ceci pourrait pousser les pays du monde entier à travailler davantage pour trouver une issue diplomatique à cette crise, parce que tout le monde est touché par cette guerre, pas seulement la région? Effectivement, c'est ce qui doit se passer, mais comme vous le savez, alors il y a toujours des relations politiques entre les pays. Il y a les positions de chacun des pays. Alors il y a une position, par exemple, des pays de l'Union européenne qui ont une politique très calme, je trouve, malgré les positions très avancées. Comme ceux de l'Espagne par exemple, mais en général les pays occidentaux ne veulent pas provoquer les États-Unis et certainement ne pas fâcher Israël comme on le fait toujours, et ici que malgré que les pays européens doivent avoir une position plus ferme vis-à-vis de cette escalade du conflit dans le Moyen-Orient à cause d'Israël, mais cela dit, ils ne prennent pas les étapes suffisantes pour pouvoir apaiser cette guerre. Ils ne font pas une pression assez forte sur Israël et les États-Unis, malgré que le sentiment général est contre cette guerre, mais les actions ne sont pas à la même hauteur. En ce qui concerne les restes des pays du monde, alors ils essayent d'éviter une confrontation avec les États-Unis, et il y a des calculs qui sont faits, et même je trouve que au niveau de la Chine et de la Russie, certainement, on le sait tous, le support pour l'Iran, malgré que c'est un allié, n'est pas à la même hauteur, par exemple, de support et de soutien américain pour Israël. C'est totalement différent, c'est beaucoup plus calculé que le soutien inconditionnel des États-Unis pour Israël. Et c'est pour ça même qu'on trouve dans la société américaine et dans l'administration américaine beaucoup de voix qui se prononcent contre cette guerre parce qu'ils trouvent que c'est une guerre qui n'est pas en faveur des États-Unis, mais c'est plutôt une guerre pour Israël et à cause d'Israël et pour satisfaire Israël. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle les États-Unis devaient s'impliquer dans cette guerre, mais notamment, comme on le sait tout, parce qu'Israël a décidé de prendre cette étape, alors l'administration du président Trump a trouvé nécessaire de supporter et de soutenir Israël pour mener cette guerre sacrée
qu'elle veut contre l'Iran, comme on l'a dit depuis plus de 40 ans, selon les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou lui-même. Oui. Alors je crois qu'une des questions qui se pose aussi récemment, c'est le rôle des organisations internationales pour le respect du droit international. Est-ce que vous pensez qu'après cette guerre, on aura une restructuration de ces organisations? Parce qu'on a vu que sur le terrain, ces organisations n'ont pas vraiment pu parvenir à trouver de solution ou à même ouvrir des canaux de dialogue entre les différents acteurs de cette guerre. Vous avez totalement raison. Comme vous le savez, comme tous nos téléspectateurs le savent, qu'il y a des règles d'engagement dans tout type d'action internationale, que ce soit militaire ou pacifique ou civil ou quoi que ce soit, il y a des règles d'engagement qu'on doit respecter. Malheureusement, on a devant nous deux pays, et je parle ici notamment d'Israël et des États-Unis, et aussi certainement encore une fois l'Iran, avec sa réponse négative en attaquant les pays du Golfe. Ils se sont tous ôtés de toute règle d'engagement. Alors ils font ce qu'ils veulent simplement parce qu'ils peuvent le faire. Alors les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, malgré que cela constitue une violation au droit international, parce que l'Iran est un pays, à la fin du compte, c'est un pays membre des Nations Unies, et que cet acte d'agression n'était pas mené par les Nations Unies ou par aucune instance internationale, c'est simplement le désir israélien soutenu américain. Et d'autre côté, l'Iran est aussi délibéré de les mêmes règles d'engagement en attaquant les pays du Golfe sans raison, parce que ces pays du Golfe ne font pas partie du conflit ou de la guerre avec Israël et les États-Unis. Alors, une fois qu'il y a une absence du respect du droit international et des règles internationales de régler les différences entre les pays, alors d'ici on ne peut pas s'attendre exactement à comment est-ce qu'ils vont réagir. Mais vous avez totalement raison, les Nations Unies, les instances internationales doivent prendre des actes et des actions plus fortes, mais comment cela si les États-Unis dominent? Est-ce qu'il y aura par exemple une résolution du Conseil de sécurité contre les États-Unis? Certainement c'est impossible étant donné que les États-Unis jouissent du droit de veto. Alors il n'y aura aucune action, mais simplement ils peuvent aider pour arriver à un impact sur la guerre, pour apaiser cette guerre. Mais cela dit, je trouve que le rôle des institutions internationales est très faible, étant donné qu'il n'y avait pas du respect au début pour ces instances internationales. Le président Trump n'a pas essayé, même Israël certainement n'ont pas essayé d'obtenir un OK des organisations internationales pour pouvoir mener cette guerre. Alors il est difficile maintenant de demander aux Nations Unies de s'impliquer, et même si elle va s'impliquer, il n'y aura pas un respect pour ces décisions, étant donné qu'elle n'a jamais été respectée par les puissances qui veulent mener la guerre. Ouais. Alors, une dernière question, si vous me permettez, Monsieur l'Ambassadeur. Aujourd'hui, c'est le 23e jour de la guerre, plus de 3 semaines jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que cette guerre va continuer encore assez longtemps, ou on pourra parvenir avec toutes ces médiations, avec ce que l'Égypte essaye de faire, parvenir à un cessez-le-feu, à un arrêt des hostilités, peut-être prochainement? Bon, alors, pour parler de ça, alors, il y a deux points très importants. Ou bien qu'il y a une défaite complète des acteurs, et je parle ici Israël ou l'Iran. Alors, dans ce cas, ils vont demander ou plaider même d'arrêter la guerre, ou bien que, et ça c'est le plus important, et je pense que ça, c'est ce qui va se faire, c'est que chacun des partis peut se vanter d'avoir effectivement arriver à une victoire, même si c'est un mensonge. Que ce soit de la part d'Israël et des États-Unis qui vont déclarer qu'ils ont détruit tous les instances et tous les cibles iraniennes dont ils voulaient atteindre. Alors là, ils peuvent se vanter
de la victoire et de pouvoir arrêter maintenant qu'on a tout fait. Et c'est ce qui a essayé de faire le président Trump au début même de la guerre, en disant que le premier jour c'était une victoire complète et qu'on attend la soumission du régime iranien, ce qui ne s'est pas passé. D'autre côté, la possibilité ou bien le pouvoir d'Iran de soutenir, d'être debout jusqu'à aujourd'hui, ça peut être qualifié de résistance et que le régime n'est pas totalement tombé. Alors d'ici, ils peuvent se vanter aussi, les Iraniens, d'être venus à une victoire. Et à ce moment-là, les deux parties peuvent s'asseoir pour négocier les conditions de paix. Mais avant que les États-Unis peuvent justifier au Congrès et au Sénat et au peuple américain qu'il y a eu une victoire sur l'Iran, je pense que les États-Unis ne vont pas arrêter la guerre. Et l'Iran aussi, d'autre côté, elle sera toujours, comme elle le peut, debout et montrer qu'elle peut résister à cette force supérieure des États-Unis, et de pouvoir dire qu'il n'y a pas de défaite contre l'Iran, et cela représente une victoire. C'est seulement à ce moment-là qu'il y aura la volonté politique d'arrêter cette guerre. Pour le moment, on ne voit pas cela. Même l'Iran précise qu'elle n'a jamais demandé de cesser le feu, ce qui veut dire qu'elle est toujours prête à continuer cette guerre. Mais sous quelles conditions? Elle est en train de créer de nouveaux ennemis qu'elle ne devait pas créer en première instance, tels que les pays du Golfe et autres. Et même l'Égypte est contre cela. Ce sont les déclarations faites par le président Abdel Fattah el-Sisi et son chef de diplomatie. Alors, et même le Parlement égyptien aussi s'est prononcé contre les attaques aux instances civiles des pays du Golfe. Alors, pour le moment, chacun attend de pouvoir de pouvoir réussir dans sa guerre et arriver à une victoire pour qu'il puisse vendre cela à ses peuples et prétendre qu'il y a eu une victoire. Ouais. Sans ça, on va continuer cette guerre malheureusement pour peut-être encore 1 ou 2 semaines au moins. Ouais. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, je rappelle, vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour ces déclarations et pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Alors, dans quelques instants, mesdames, messieurs, le reste de notre édition.